est au Sénégal. Le site est au Sénégal, mais le site n'appartient pas au Sénégal. Parce que quand on parle de patrimoine de l'humanité, ces conceptions que nous avons aujourd'hui en parlant d'Afrique, Europe, Asie, ce sont des créations des hommes. Parce que quand on parle de l'histoire du néolithique, de 9000, 10 000 ans, moins 9000, moins 10 000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, ou bien quand on parle de la protohistoire, surtout de moins 2000 ans, ces hommes-là, ce qu'on appelle globalement, ou bien de manière plus simple, les premiers hommes, eux, ils ne connaissaient pas les continents Afrique, Europe, etc. Donc, c'était des hommes du monde, c'était des hommes de l'humanité. Et ce qui est important, c'est de voir la relation, ou bien la corrélation entre l'histoire de ces hommes et nous, notre histoire. On a vu que le néolithique a apporté beaucoup de mutations dans l'histoire de l'homme, de manière générale. Donc, ce site est un exemple. Alors là, il est question, on va vous permettre de vous diviser en groupes, 3 groupes. Maintenant, chacun va essayer de recueillir le maximum d'informations pour lui. Parce qu'on vous a tous parlé de compte rendu. Et pour toutes les 3 classes de seconde, chaque élève va présenter un compte rendu qui fera office de note, le deuxième devoir au second semestre. Donc, il faut savoir que la recherche d'abord, c'est pour soi. Les photos, les genres, etc., là, c'est après. Les souvenirs et autres, c'est après. Mais sachez que c'est comme si nous avons déplacé le cours à l'école pour l'amener ici, pour faire un cours pratique qui vous permettra de voir exactement ce qu'on vous expliquait sur le néolithique, sur la protohistoire au Sénégal. En réalité, c'est quoi? D'accord? Donc, chacun aura la latitude de faire ses propres recherches, de recueillir ses propres informations. D'abord, le site est là. Comment est la forme du site? D'abord, c'est une information. Est-ce que c'est un espace trop grand? Est-ce que c'est un espace rectangulaire? Est-ce que c'est etc. C'est important. Le site, qu'est-ce que vous y voyez? Est-ce qu'il y a des maisons, des huttes? Est-ce qu'il y a de l'eau, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans le site? Chacun enregistre ses propres informations. N'est-ce pas? Il y a des pierres, il y a du sable, il y a etc. Qu'est-ce qu'il y a? On enregistre les informations. Ces pierres que vous voyez, comment ils sont disposés? Combien sont-ils de manière générale? Est-ce que c'est des cercles? Est-ce que c'est des rectangles? Est-ce que c'est des formes de triangles? Est-ce que c'est des pierres alignées? Est-ce que? Chacun va recueillir ces informations. Combien de cercles a-t-on compté? 5, 10, 15, 20, 30, etc. D'accord? Au-delà, maintenant, vous, à votre niveau, on ne vous permet pas de faire des fouilles. Parce que ce qui est important de faire, c'est la forme superficielle du site, le cadre du site, les informations. Et maintenant, chacun va essayer de voir à son niveau d'interprétation par rapport à ce que nous avons vu. Ce site pourrait refléter quoi? C'est-à-dire, en regardant le site, on pense à quoi? L'ensemble des informations que chacun doit recueillir pour soi. Donc, ce n'est pas la peine d'être là, parce que la manière de comprendre de X peut être différente de la manière de comprendre de Y. Chacun a sa façon de comprendre, d'interpréter par rapport à ce qu'on a déjà vu sur la protohistoire au Sénégal. Donc, l'homme recherche. Chacun fera ses propres recherches. Maintenant, à la fin, on va faire la démultiplication. Le Seigneur a fait beaucoup de travaux dans ce site. Ici, on a un site mégalithique situé à Wanar. Wanar, ou bien le site est situé à 1 km du village de Wanar. Wanar est un village de la commune de Mabo, arrondissement Mabo, département Birkelane, région de Kaffrine. Maintenant, qu'est-ce qu'une mégalithe? Une mégalithe, c'est une grosse pierre dressée en cercle. Bon, de grosses pierres, dressées en cercle. C'est ça que l'on appelle des mégalithes. Si c'est une pierre, on parle d'une mégalithe. Quelqu'un l'a dit, ce site semble être donc un cimetière. C'est une nécropole. C'est ça que l'on appelle une nécropole. C'est un site où on a enterré des hommes avec leurs objets. C'est plus qu'un cimetière. Parce que dans un cimetière, on a seulement des ossements. Mais ici, on a des ossements, mais aussi des objets qui peuvent être interprétés, analysés d'abord, ensuite interprétés pour aboutir à des conclusions. Et des conclusions qui mènent à des hypothèses. Tout ce qu'on dira ici, tout sera tout simplement des hypothèses. Liñ fi wax
du alxuraan dégg ngeen li ñuy wax du alxuraan ay interprétation la maanaam dañuy naan lii boo ko buñ gisee lii xëy na lii moo koy waral et on utilisera toujours le qu'on-dit parce que l'histoire aussi est une science qui évolue. Elle n'est pas figée. C'est bon. Donc comme M. Niang vous l'a dit aussi, c'est un site classé patrimoine historique mondial par l'UNESCO en 2005. C'est quoi un patrimoine historique mondial? Ça veut dire que ça appartient à toute la communauté internationale. Et que les hommes qui sont enterrés ici ne sont pas forcément les ancêtres des Wanaroa, ni des Maboa, ni c'est des gens qui peuvent venir de partout. Parce qu'à cette époque, déjà, on parlait de nomadisme. Les populations se déplaçaient. Donc, ils pouvaient quitter l'Asie, l'Europe, l'Amérique pour atterrir ici, certainement. Donc, jusque-là, on ne peut pas dire de quelle nationalité. À l'époque même, cette notion de nationalité n'existait pas. Cette notion de frontière n'existait pas. Il n'y avait pas de frontière. C'est des gens qui étaient dans la nature, qui se déplaçaient en fonction de leur instinct, mais aussi en fonction de leur survie. A longtemps été considérés comme l'apanage de sociétés occidentales. C'est-à-dire, les Européens nous ont fait croire que ce sont leurs ancêtres, tout simplement, qui avaient ces sites mégalithiques. Et si vous allez en Europe, vous en trouvez. C'est les sites, ce sont d'ailleurs les premiers sites qui ont été découverts. C'est à la suite des recherches, au cours d'une centaine d'années, que des sites seront aussi découverts ici en Afrique. C'est à l'exemple du site de Wana, où nous sommes. Il y a le site de Singayen, qui est à l'image aussi du site de Wana. Il y a le site de Ouasso, dans la Gambie, et le site de Kerbach. Donc ce sont ces 4 sites mégalithiques qui sont classés patrimoine historique mondial par l'UNESCO. Et on les appelle les sites mégalithiques sénégambiens. Période de la proto-histoire, parce que ces sites dateraient de la proto-histoire. La proto-histoire est une courte période de transition entre la fin de la préhistoire et le début de l'histoire. C'est cette période que l'on appelle la proto-histoire. On l'appelle aussi, comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Le paléolithique, pierre taille. Le néolithique, on l'appelle? Et la proto-histoire, on l'appelle? L'âge des métaux. Merci beaucoup. On l'appelle l'âge des métaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la même époque où étaient constitués les sites mégalithiques, il y avait aussi d'autres sites, comme la zone des bas-fourneaux, ou bien la zone des métaux, où on fabriquait le fer. Il y a aussi la zone des tumuli. Les tumuli, vous les connaissez? C'est des tas de sable très élevés qui servaient de sépulture aussi, c'est-à-dire de tombes que l'on trouve au centre vers le nord. Donc, il y a aussi la zone des amas coquillers dans la vallée du fleuve et dans le littoral. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs sites qui marquent cette période de la proto-histoire. Mais nous appartenons, notre zone, la zone où nous sommes, appartient à la zone des mégalithes. C'est bon? Et ces mégalithes, on a 4 sites mégalithiques reconnus. Il y a un autre site qui est en prospection, c'est le site de Soto.
Mais ce qu'il faudrait aussi comprendre par rapport à ces sites, c'est que ces sites se trouvent dans une zone transversale. Il y a quelqu'un qui me disait que devant chaque cercle, il y a 2 ou 3 pierres. Mariam, les 2 pierres dont tu parles, il y a quelqu'un d'autre qui l'a aussi évoqué. Devant chaque cercle, vous voyez 1, 2 ou 3 pierres. C'est ça que l'on appelle les pierres frontales. Ces pierres se trouvent donc devant les cercles. Et vous savez quel rôle ces pierres jouent-elles? Vous savez? Non. Pour l'instant, l'analyse ou bien l'interprétation que nous pouvons déduire des recherches, entre les pierres frontales et le cercle, on a découvert des vases. Xam ngeen luy vase? Ay njaq. Qui expliquerait que il y avait des rites funéraires avant d'enterrer les morts. Maanaam néew yi dañ leen doon moo xam dañ leen doon sang wala dafa am lu ñu leen daan defal, en tout cas dañ leen daan waajal balaa ñu foofu lañ leen ko doon defalee. Moo tax njaq yi bi ñu paree foofu lañ leen suul. Cela explique d'abord les débuts de croyances religieuses, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore de religion. L'autre rôle, ces pierres frontales indiquent la direction à suivre pour atteindre un autre site mégalithique. Donc si vous quittez Kerbach, vous suivez la direction des pierres frontales pour arriver à Wasso, et de la même manière vous suivez ces pierres frontales pour arriver à Singayen, ensuite pour arriver ici à Wanar, vous continuez sur Soto et vous continuez jusqu'à Tamba. Les cercles mégalithiques existent jusqu'en Tamba, mais les cercles classés patrimoine historique mondial, c'est les 4 sites que j'ai cités. Les autres, il y en a d'autres qui sont en prospection. Donc c'est comme qui dirait que les pierres frontales indiquent toujours la direction à suivre. C'est comme si nos ancêtres nous disaient, si vous voulez retracer notre trajectoire, suivez la direction des pierres frontales. Et là, je vous dis que ces sites mégalithiques, comme je l'ai dit, c'est des nécropoles. Mais ils ont à la fois une portée historique et culturelle. Une portée historique dans la mesure où ils servent de source d'information. Ici, on ne voit que des pierres, mais c'est des pierres qui renferment des informations. Parce qu'il y a des personnes qui sont enterrées, c'est des ossements, mais au-delà des ossements, on a des objets. Ce qui peut nous permettre donc de connaître, d'avoir une idée sur l'ancienneté du site, donc l'historicité du site, pendant combien de temps le site a été occupé, comment étaient les hommes, comment est-ce qu'ils vivaient, quelle était leur activité économique, voilà, etc. Quel était leur mode de vie. Tout ça, on est arrivé à le connaître grâce aux objets qui ont été, aux vestiges. On parle de vestiges. Les objets, les ossements, tout ce qu'on trouve ici constitue des vestiges. Maintenant, ces vestiges sont analysés, interprétés, ensuite pour en pouvoir tirer des informations. Il y a un laboratoire qui se trouve à l'IFAN et qui a été créé par un éminent historien que vous avez certainement entendu parler, le professeur Cheikh Anta Diop. Je dis professeur, il n'a jamais entendu le titre de professeur. Pour des considérations un peu sur lesquelles on n'aura pas certainement le temps de revenir. Mais c'est un très grand historien qui a joué un rôle important dans la reconstitution de l'histoire de l'Afrique. Donc, certains objets ont été analysés là-bas, au laboratoire Carbone 14 à l'IFAN.
Il y a d'autres méthodes qui ont permis de faire des analyses pour dater des objets ou bien les reconstituer. Et je l'ai dit, il y a le carbone 14 qui a été créé par Cheikh Anta. Il y a aussi ce que l'on appelle l'aimantation thermorémanente des terres cuites. C'est les poteries pour dater les poteries. Il y a la thermoluminescence, la TL. Mais aussi, il y a ce que l'on appelle la dendrochronologie. Vous savez que si vous prenez un petit charbon, vous le prenez, vous pouvez connaître l'origine, c'est-à-dire l'arbre à partir duquel donc, ce charbon a été fabriqué. Et on peut aussi connaître l'âge de ce charbon et l'âge de l'arbre, d'un petit morceau de charbon. Maintenant, la dendrochronologie, c'est la méthode la plus simple. Quand vous coupez un arbre, vous avez un tronc. Le tronc que vous avez là-bas, sur le tronc, au-dessus du tronc, vous voyez des cercles. Chaque cercle constitue une année. C'est ça que l'on appelle la dendrochronologie. Pâques, vous ne connaissez pas. Vous avez un cercle. Cercle une année là, ça permet d'avoir une idée sur l'âge de l'arbre. Ceci est d'abord une source d'information. Parce que ça a permis de reconstituer aussi la vérité sur l'histoire de l'Afrique. On a longtemps, par des préjugés, entendu dire que l'Afrique est une terre anhistorique. C'est ce qu'on nous disait, que l'Afrique n'a pas d'histoire. Je pense avoir donné un tel sujet en seconde. Voilà. Donc on nous disait que l'Afrique est une terre anhistorique. Donc selon des préjugés occidentaux, certains même les Anglais l'appelaient le Darkest Africa, les Portugais le Tabula Rasa, les Espagnols la une terre incognita et les Français une terre anhistorique. Pour nous dire que l'Afrique n'avait pas d'histoire, parce que l'Afrique n'avait pas de civilisation. Mais regardez, quand vous voyez ça, c'est pendant la période de la préhistoire, donc dans la préhistoire. Des gens y ont vécu. Des gens nous ont laissé des informations pour nous dire voilà comment nous vivions. Voilà nos activités. Ici, les objets qui ont été découverts, vous allez voir ça tout à l'heure, montrent que l'activité principale était l'agriculture, mais aussi la sèche. C'est les objets qui ont été découverts qui nous montrent ça. On a aussi appris qu'il y avait des rites funéraires. Déjà, les gens enterraient les morts, mais avant même de les enterrer, il y avait des rites funéraires. Ça montre qu'ils avaient une croyance religieuse. Il y avait aussi une organisation sociale. Vous l'avez dit, vous trouvez des pierres qui sont de tailles différentes et de formes différentes. C'est comme notre société. Dans la société, tout le monde n'a pas le même rang social. Le cercle que vous avez vu ici, c'est le plus grand cercle, avec un diamètre de 6 mètres et avec une double ceinture aussi. C'est un cercle plus un autre cercle derrière. Seulement, il y a des pierres qui se sont effondrées. C'est pour ça que vous ne l'avez pas très bien vu. Mais quand vous verrez avec la reconstitution, vous verrez que c'est 2 cercles. Ça veut dire quoi? S'il y a un cercle double, plus grand que les autres, ça explique l'organisation de la société. Ça montre que la société était hiérarchisée. Et que si vous regardez aussi la disposition des cercles, c'est comme si nous étions dans un village. C'est l'organisation architecturale. Vous voyez l'espace qui est laissé ici, ça ressemblerait à l'arbre à palabres dans le village où nous regroupons parfois pour discuter de certaines questions. Ils l'ont fait exprès d'avoir tracé les cercles en laissant des allées, mais en laissant aussi un espace vide pour certainement pouvoir tenir des rencontres. Les historiens égyptologues comme Jean-François Maspero et Claire Lalouette, les 2 plus célèbres qui ont essayé de falsifier l'histoire de l'Afrique.
Et il a fallu qu'ils se cognent la tête au mur pour comprendre et accepter que l'Afrique est le berceau de l'humanité, à la suite de plusieurs travaux d'historiens comme, je l'ai dit, le professeur Cheikh Anta Diop, Jean-François, Henri Grandjean et d'autres, des géographes comme le doyen Omar Khan qui était donc au département de géographie. Tous ont fait des recherches pour en arriver à la conclusion qu'effectivement l'Afrique est le berceau de l'humanité parce que les premiers hommes sont nés en Afrique et le plus ancien squelette a été découvert dans la vallée de Touk au Kenya. Donc, voilà autant d'éléments que renferment ces sites à l'égard du site de Wana pour reconstituer la vérité historique du continent africain. L'existence de ce site dans cette zone montre aussi que cette zone fait partie des premières zones occupées et que le village même de Wana serait situé ici à l'origine. Peut-être après les gens se sont déplacés, mais on peut dire que c'est ici que vivaient les populations qui sont là. L'autre aspect qu'on peut aussi noter par rapport à ce site, c'est l'ingéniosité de nos ancêtres. Vous voyez ces pierres. Ces pierres pèsent des tonnes, qui peuvent aller de 10 tonnes à 30 tonnes. 10 tonnes, c'est combien de kilos? 10 000 kilogrammes. Maintenant, imaginez comment est-ce que ces pierres, à des époques, hélas, à des époques où il n'existait pas encore de mécanisme, de mécanisation, d'industrie, que ces pierres soient taillées à cette dimension, déplacées, puis dressées en cercle. Et je le dis, ça témoigne de l'ingéniosité de nos ancêtres et ça nous interpelle aussi. Aujourd'hui, nous nous émerveillons des réalisations occidentales. Tout ce que le blanc fait nous émerveille. Comme si nous ne sommes pas capables de le faire. Alors que nos ancêtres, qui n'avaient pas encore l'avantage que nous avons aujourd'hui, ont pu dresser ces pierres. On pu d'abord les construire, les déplacer, puis les dresser. Avec quels moyens? Avec quels moyens? Ceux qui disent que l'Afrique n'a pas de civilisation, c'est vraiment archi faux. C'est vraiment archi faux. Il y a des preuves ici indéniables qui montrent qu'ici, nous sommes dans la propre histoire. Donc ça date de plus de 2200 ans. Donc 2200 ans, tout simplement, il y avait des présences humaines ici au Sénégal. Je ne dirais pas à Wana, mais au Sénégal. Parce que ces gens qui étaient là, ce ne sont pas tout simplement les ancêtres des Wana. Ce sont des ancêtres de l'humanité, puisque le site a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc plus loin, je crois même, je parlais tout simplement à mon qui est ingénieur, je dis que vous vendez, mais on a eu des ancêtres jusqu'à présent. Les œuvres qu'ils ont réalisées jusqu'à présent, ils sont là sans problème. Jusqu'à présent, en Égypte, les pyramides, les gens font des découvertes. Mais là, ici, tu construis tout simplement une maison, même pas 5 ans, ça se prend. Ils disent qu'ils sont des œuvres. Donc on a vraiment de quoi être heureux de nos ancêtres, de quoi être fier d'être un Africain. Tout ça, ça nous donne une histoire arabe. C'est un peu même rester ici au Sénégal, sans programme en Égypte, parce que de là, tout simplement, de la Gambie à Tambacounda, il y a tout simplement ces meilleurs de la Tambacounda. De l'Afrique a bel et bien une histoire. Donc voici ces quelques mots que je voulais tout simplement partager. Il y a des pierres aussi en forme de U. En forme de U. C'est la pierre dont l'autre a parlé, que c'est en forme de J. C'est-à-dire, c'est égal. L'Itiko, il faut damm mais il faut continuer. Donc, U, la forme U là en bas. Il y a aussi un autre type de pierre que l'on appelle les pierres de lyre. Lyre, L-Y-R-E. Moi, je viens de dire que moi, je A buñ juutal. Loolu la ñu tuddee pierre de lyre. Et c'est d'ailleurs
ça qui fait la richesse de ce site. C'est à cause du nombre important de ces pierres de lyre, les populations qui sont là. L'autre aspect qu'on peut aussi noter par rapport à ce site, c'est l'ingéniosité de nos ancêtres. Vous voyez ces pierres. Ces pierres pèsent des tonnes, qui peuvent aller de 10 tonnes à 30 tonnes. 10 tonnes, c'est combien de kilos? 10 000 kilogrammes. Maintenant, imaginez comment est-ce que ces pierres, à des époques, hélas, à des époques où il n'existait pas encore de mécanisme, de mécanisation, d'industrie, que ces pierres soient taillées à cette dimension, déplacées, puis dressées en cercle. Nous diabolons les liens. Et je le dis, ça témoigne de l'ingéniosité de nos ancêtres. Et ça nous interpelle aussi. Aujourd'hui, nous nous émerveillons des réalisations occidentales. Tout ce que le blanc fait nous émerveille. Comme si nous ne sommes pas capables de le faire. Alors que nos ancêtres, qui n'avaient pas encore l'avantage que nous avons aujourd'hui, ont pu dresser ces pierres. Ont pu d'abord les construire, les déplacer, puis les dresser. Avec quel moyen? Avec quel moyen? Ceux qui disent que l'Afrique n'a pas de civilisation, c'est vraiment archi fort. C'est vraiment archi fort. Il y a des peuples ici, indéniables, qui montrent ici, nous sommes dans la production. Donc ça date de plus de 2200 ans. Donc 2200 ans, tout simplement, il y a eu des présences humaines ici au Sénégal. Je ne dirais pas à Hollande, au Sénégal, parce que ces gens qui étaient là, ce ne sont pas tout simplement les ancêtres de Hollande. Ce sont des ancêtres de l'humanité, puisque le site a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc plus loin, je crois même, je parlais tout simplement à un copain qui est ingénieur. Je dis que vous vendez, mais on a eu des ancêtres qui jusqu'à présent, les œuvres qu'ils ont réalisées jusqu'à présent, ils sont là sans corps. Jusqu'à présent, en Égypte, les pyramides, les gens font des développements. Mais là, ici, tu construis tout simplement une maison, mais dans 5 ans, ça se passe. Et disent qu'ils sont des œuvres. Donc on a vraiment de quoi être heureux de nos ancêtres. De quoi être fier d'être un Africain. Tout ça, ça montre une histoire à raconter. C'est un petit peu, même rester ici au Sénégal, sans pour autant partir en Égypte pour la bataille, c'est utile. Parce que de là, tout simplement, de la Gambie à Tambacounda, il y a tout simplement ces méga de la Tambacounda. De l'Afrique a bel et bien une histoire. Donc voici ce que nous voulons tout simplement partager. Ça qu'on les appelle. Il y a des pierres aussi en forme de U. En forme de U. C'est la pierre dont l'autre a parlé, que c'est en forme de J. C'est-à-dire, c'est égal. L'Itiko, il faut damm, mais il faut continuer. Donc, U, la forme U, il y a aussi un autre type de pierre que l'on appelle les pierres de lyre. Lyre, L-Y-R-E. Moi, je viens de dire, moi, je viens de dire, A, vous dites. L'homme le tué des pierres de lyre. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la richesse de ce site. C'est à cause du nombre important de ces pierres de lyre que le site a été dans l'ensemble classé patrimoine historique. Parce que ces pierres de lyre ont des... comment je peux le dire encore, ont un impact sur la valeur du site. Les pierres de lyre, c'est deux grosses pierres qui sont reliées par ce que l'on appelle un tesson. Parce que le site ne faisait pas encore l'objet de classement. Chacun y venait comme il veut. Il y avait des équipes de fouilles qui passaient pour tirer des informations, mais qui prenaient aussi certains objets pour les amener avec eux. Aujourd'hui, il y a un musée qui se trouve en France. La porte qu'il ouvre
ce musée, c'est une pierre venue de ce site. Oui, c'est une pierre venue de ce site qu'on a fait de sorte qu'elle constitue en tout cas, qu'elle a été travaillée sous forme de porte-clés pour ouvrir ce musée en France. J'ai oublié le nom du musée. Mais si vous entrez certainement dans Google, vous tapez musée en France ou bien quelque chose comme ça, vous pouvez avoir